Bonjour! Bienvenue au Balado Voix, ma voix, ma santé, mon métier. Mon nom est Édith Coulombe, je suis recherchiste et coordonnatrice du projet du Balado et ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous offrir un épisode bonus dans lequel je vous présente mon entrevue avec Maude Desjardins, chercheur et professeur à l'Université Laval. Donc, il y a un petit changement là, dans les voix que vous allez entendre étant donné que vos animatrices habituelles ne sont pas présentes. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez en apprendre un peu plus sur les travaux que Maude fait et sur les sujets auxquels elle touche. Donc, je vous laisse avec l'entrevue. Allô Maude, merci de te prêter au jeu en participant au balado avec moi aujourd'hui. Comment tu vas? Ben, ça va super bien. Merci, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici pour te parler aujourd'hui. J'aimerais ça en fait, si tu veux bien, que tu prennes le temps de te présenter. Donc, qui est Maude? Oui, donc mon nom est Maude Desjardins et je suis professeure adjointe à l'Université Laval au département de réadaptation dans le programme d'orthophonie. Et mon expertise de recherche et en fait plus que mon expertise, ma passion, c'est la voix. Donc je travaille à mieux comprendre la production de la voix et les troubles de la voix et dans le but là, de pouvoir mieux les traiter. Justement, pour faire du pouce là-dessus, dans le premier épisode du balado, les animatrices ont discuté de c'était quoi la voix. On a entendu plusieurs points de vue d'enseignants, d'experts, enseignants-enseignantes, experts-expertes, qui parlaient de la voix comme un outil de travail, comme quelque chose d'essentiel à la communication, comme un processus qui est complexe. Mais j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi la voix en fait? Oui, mais simplement dit, la voix, c'est le son qui est produit par la vibration des cordes vocales, qu'on appelle en fait les plis vocaux, parce qu'ils ressemblent plus à des plis qu'à des cordes. Et à vrai dire, c'est beaucoup plus que ça, hein, parce que la voix, c'est produit par un instrument très complexe, qui est le corps humain. Et c'est donc le résultat d'une coordination incroyablement précise là, entre différentes parties du corps. Donc, partant là, du système respiratoire, l'air qui se trouve dans les poumons est dirigé vers la trachée et vers le larynx, où se trouvent les plis vocaux. Et donc, tout ça par les muscles respiratoires. Et à partir du moment où l'air fait vibrer les plis vocaux, ben ça se termine pas là. Parce que la voix, bon, sa résonance est modifiée par le conduit vocal, la position de la langue, le voile du palais, les cavités nasales. Donc, ça, c'est de façon très physiologique. Donc, la voix, c'est vraiment à la base de notre moyen principal de communication, qui est la parole. Et donc, avant de pouvoir articuler des sons qui vont former des mots, des phrases, des idées, ben, on a besoin d'un son à la source. Et ce son-là, ben, c'est la voix. Donc, c'est définitivement un moyen de communication, mais au-delà de la communication par la parole, la voix, c'est aussi un moyen d'expression. Donc, par la musique, le chant, si on pense aux cris de joie, cris de peur, les pleurs, toutes ces expressions d'émotion utilisent la voix. Donc, c'est beaucoup de choses. Ouais, t'as raison, mais justement, comme j'ai dit tantôt, on en a parlé dans le premier épisode de c'était quoi la voix, puis on a conclu que la voix fait vraiment partie intégrante de notre personnalité. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître facilement quelqu'un par sa voix même sans voir de qui il s'agit. Mais j'aimerais ça que si tu pouvais me parler de ce lien entre la voix et la personnalité. Qu'est-ce qu'on sait sur le sujet dans la littérature scientifique? Oui, il y a absolument un lien là, entre la personnalité et la voix. Euh, donc, notre personnalité va beaucoup influencer, évidemment, la façon dont on communique et donc la façon dont on utilise notre voix. Et ultimement, notre propension là, à développer des difficultés avec notre voix. Avant de parler de mes recherches plus particulièrement, il y a quand même plusieurs le groupes
de chercheurs qui se sont intéressés à ces liens-là. Et en fait, un aspect intéressant, les recherches sur le sujet se sont surtout penchées sur la différence entre les personnes introverties et extraverties. Et ce qui en ressort, c'est que, si une personne a à développer un problème vocal, sa personnalité va influencer le type de problème qu'elle risque de rencontrer, de par sa façon de produire la voix. Donc, pour donner un exemple concret, là, on peut parler des nodules vocaux. Donc, les nodules vocaux, c'est comme des petites ampoules qui se développent là, sur les plis vocaux et qui sont causées par l'impact répété des plis vocaux qui se frappent l'un contre l'autre quand on parle. Et quand elles se forment, c'est que cette force d'impact-là est grande parce que, la personne peut parler peut-être longtemps ou fort ou en pressant ses plis vocaux un peu fort l'un contre l'autre. Et les nodules ont plus tendance à se développer chez des personnes extraverties que chez des personnes plus introverties. Donc, les personnes introverties, même si elles doivent parler longtemps et fort, par exemple dans un contexte d'enseignement, elles vont avoir plus tendance à développer de la fatigue vocale causée par de la tension musculaire dans les muscles du larynx et autour du larynx, mais sans nécessairement développer des lésions comme des nodules sur les plis vocaux. Donc, c'est quand même un phénomène intéressant et les chercheurs se sont beaucoup intéressés à ce phénomène-là. Et un groupe en particulier là, mené par Maria Dietrich a étudié le cerveau des personnes introverties et extraverties lorsqu'elles parlent. Et ce que le groupe a observé, c'est que les personnes plus introverties, surtout en situation de stress, démontrent en fait des signes d'inhibition de la commande motrice là, donnée par le cerveau pour la production vocale. Comme si, pour dire dans des termes un peu plus simples, comme si elles retenaient leur voix. Et ce qu'on observe quand on analyse la vibration de leurs plis vocaux, c'est qu'ils se frappent pas avec autant d'intensité que ceux des personnes extraverties. Et c'est donc ce qui les protégerait là, d'une certaine façon contre le développement de ces nodules, de ces petites ampoules sur les plis vocaux. Donc évidemment, c'est pas impossible qu'une personne introvertie puisse développer des nodules, mais c'est le pattern général là, qu'on observe. OK, donc c'est pas seulement que les personnalités extraverties vont parler davantage, mais c'est surtout que le geste moteur va être différent. Donc, est-ce qu'on peut dire que les personnalités extraverties vont parler plus fort, par exemple, donc l'impact de frappe de leurs plis vocaux, elle aussi, va être plus forte? Donc, c'est vrai, c'est un bon point que tu amènes. Je dirais que les recherches sur ce sujet, il y a des articles qui trouvent que, des études qui trouvent que peut-être ils parlent un peu plus, qui ont un peu plus de charge vocale, donc qui parlent un peu plus, mais c'est vraiment pas toutes les études qui trouvent ça. Donc oui, ce serait vraiment en lien juste avec la façon de produire la voix, en fait. Ah, wow! Mais c'est fou de voir que ta personnalité va aller jusqu'à influencer le geste moteur de tes plis vocaux. On dirait que Mm-hmm. c'est pas quelque chose que j'aurais pensé que ça l'aurait pu influencer. Donc, on peut dire que les personnalités extraverties ont plus de chances de développer euh, des nodules, spécifiquement. Des nodules, c'est-à-dire que les personnes plus introverties, si elles ont à développer un problème avec leur voix, ça va être un problème différent. Donc, ça va être plus, j'ai parlé de tension musculaire, donc on peut parler de dysphonie de tension musculaire. Donc, c'est quand même un trouble de voix qui peut apporter plusieurs difficultés dans l'utilisation de la voix, mais c'est un trouble qui est différent. Donc, la physiopathologie est pas la même de par leur façon différente de produire la voix. Et est-ce que le lien avec la personnalité est aussi clair pour les autres troubles de la voix? Par exemple, les polypes. Parce que, bon, tu nous as dit que les nodules, c'est comme plein de petites ampoules sur les plis vocaux. On sait qu'ils viennent en paires aussi, alors qu'un polype, c'est plus comme une grosse ampoule sur la corde vocale.
est-ce que les personnalités extraverties ont aussi plus de chances de développer les autres types de troubles de la voix? Ouais, en fait, les nodules, c'est très chronique, ça se développe très graduellement. Donc, les polypes, ça peut arriver aussi en lien avec la façon dont on produit la voix. Des fois, c'est plus associé avec un événement. Tu sais, ça peut être un événement traumatique pour la voix. Tu sais, par exemple, quelqu'un est allé à un match de soccer, a encouragé son enfant et a crié super fort pendant tout le match. Donc là, c'est plus c'est vraiment ce qu'on appelle un trauma là, pour les plis vocaux. Donc ça peut aussi développer des types de lésions comme ça, comme des polypes. Donc, dans un sens, oui, ça a un lien aussi avec la personnalité parce que c'est pas tout le monde qui va crier pendant tout le match de soccer. Mais c'est ça, les nodules, on parle plus là, de la façon ça se développe graduellement. C'est plus chronique. Je comprends. Donc, c'est ça. On sait en ce moment ce qui se passe, ce qui se dit dans la littérature scientifique par rapport aux personnalités extraverties, introverties et le lien avec les troubles de la voix. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles de tes recherches. Sur quoi est-ce que tu te penches? Oui, ben en fait, moi, avec mes projets de recherche, je cherche à mieux comprendre les interactions entre la respiration et la production vocale. Donc, autant chez les personnes là, avec et sans troubles de la voix. Et le système respiratoire, ben on le sait, c'est indispensable à la production vocale parce que bon, il génère le flot d'air, la pression d'air nécessaire pour faire vibrer les plis vocaux. Et ben notre respiration est très sensible à nos émotions et à certains aspects de notre personnalité. Donc on a tous déjà remarqué des changements dans notre respiration quand on est stressé, par exemple. Et donc je m'intéresse beaucoup aux personnalités anxieuses, qui sont souvent associées avec un système nerveux autonome plus réactif que la moyenne. C'est-à-dire que dans une situation stressante, par exemple, parler en public, le système va se mettre en mode lutte ou fuite, ou comme on dit en anglais, le fight or flight. Et ce mode-là est associé avec plusieurs changements physiques, comme une augmentation du rythme cardiaque, et des changements dans la respiration, c'est-à-dire une fréquence de respiration plus rapide. Et ces changements-là ont un effet direct sur la voix parce que c'est le même instrument, c'est-à-dire le larynx, qui contrôle la parole et la respiration. Donc, quand on parle, les plis vocaux sont fermés et quand on respire, ils doivent être ouverts pour laisser l'air entrer. Donc, il faut coordonner tout ça pour à la fois remplir nos besoins de communication et de respiration. Alors, dans mes études qui sont en cours, on cherche à comprendre comment ces particularités-là dans la respiration des personnes anxieuses affectent la voix et donc peuvent contribuer là, au développement de fatigue vocale ou autres troubles de voix. Donc, le but là, à long terme, c'est vraiment de mieux comprendre comment agir sur le système respiratoire pour, par exemple, dans le contexte d'une thérapie vocale, pour réduire l'impact négatif de ces changements-là dans la respiration sur la production de la voix. Puis est-ce qu'on peut dire, alors que par exemple une personne qui est anxieuse, elle va respirer plus ou elle va respirer plus rapidement et là, ça va venir influencer cette coordination-là. Comment est-ce que ça va se traduire ensuite sur sa voix? Ben, il y a différentes hypothèses, mais une des hypothèses, c'est que quand on a un besoin de respirer plus, mais qu'on peut pas le faire parce qu'on est en train de parler, ben on a quand même nos plis vocaux qui veulent s'ouvrir d'une certaine façon et donc ça peut créer plus de tension musculaire dans le larynx parce qu'en même temps, on a des muscles qui veulent se fermer pour produire la voix et qui veulent s'ouvrir pour respirer. Donc ça peut créer de la tension, peut-être de la fatigue vocale. Évidemment, tout ça demeure à être testé, mais ça c'est une des possibilités. Sinon, il y a quelques études de cas qui ont montré que certaines personnes plus anxieuses peuvent avoir un type de respiration qu'on va appeler breath holding, donc une retenue de la respiration,
Et ça aussi, évidemment, ça va avoir un effet parce quand on parle, on a besoin vraiment d'expirer le flot d'air. Donc, si on retient notre souffle, ça va affecter notre capacité à produire une voix, forte, à projeter la voix. Donc voilà. Maintenant, si on pense à un ou une enseignante qui développe un trouble de la voix, qu'est-ce que son trouble de la voix nous dit sur sa personnalité? Parce que là, on sait que on peut avoir des nodules, mais est-ce qu'on peut apprendre autre chose sur la personnalité selon le trouble de la voix qu'on développe? Ouais, c'est vraiment dans la façon de produire la voix, comment ça va affecter physiologiquement. Après ça, c'est sûr que ça va aussi affecter la façon, la personnalité impacte aussi la façon dont une personne réagit à son trouble de voix. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être là, considéré en thérapie, c'est-à-dire que bon, c'est sûr qu'on peut pas, c'est pas réaliste d'avoir comme objectif thérapeutique là, de travailler la personnalité dans le but d'améliorer la voix, mais bon, ça veut pas dire que la personnalité devrait pas être prise en compte. C'est-à-dire que, au contraire, de connaître la personnalité peut aider à guider certains aspects de la thérapie vocale. Donc, c'est sûr c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. OK, bien, justement, puisque la personnalité peut impacter notre perception de la thérapie, est-ce qu'une personne qui consulte en orthophonie devrait aussi travailler sur certains aspects de sa personnalité parallèlement? Ben c'est ça, je pense pas que ça serait très réaliste. Et je pense pas que c'est le but d'une personne qui se rend en thérapie orthophonique de changer sa personnalité. Mais quand je parle de prendre certains aspects de la personnalité en compte, en fait, par exemple, il y a de plus en plus de groupes de chercheurs qui cherchent à comprendre l'effet de la méditation, l'effet du yoga sur la voix, de par leur effet calmant sur le système nerveux. Donc, si on est une personne qui est très anxieuse, justement, et qu'on sent que ça a un impact sur sa voix, ben, ça serait peut-être un aspect, justement, là, d'essayer de travailler à calmer cette réactivité du système nerveux dans certaines situations. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, aussi, pour certaines personnes, ben, un trouble de voix, ça peut être très anxiogène. Et donc, ça peut engendrer là, un cercle vicieux parce que le stress qui est associé aux difficultés vocales peut en fait empirer les symptômes vocaux. Donc, ça peut être pertinent là, de venir travailler justement la perception de contrôle, par exemple, en lien avec la voix, en lien avec le trouble, pour amener une personne à augmenter son sentiment de contrôle pour diminuer ce stress-là. Il y a une chercheure nommée Stéphanie Missonneau, entre autres, qui fait des travaux de recherche à ce sujet. Donc, c'est encore un sujet qui en est à ses débuts, mais ça va être vraiment intéressant de voir le type d'interventions qui peuvent être développées pour essayer d'amener les gens à avoir des réactions à leur trouble de voix qui n'empirent pas la situation puis qui travaillent dans la même direction là, que la thérapie vocale, par exemple. Ah, wow! C'est vraiment intéressant. Mais si je vais dans dans un autre ordre d'idée, on parle que les troubles de la voix, on parle du lien entre les troubles de la voix et notre personnalité. Mais maintenant, je me demande, est-ce qu'on peut changer qui on est? Par exemple, une personne qui développe des nodules, qui opte pour la chirurgie, mais que sa voix change à la suite de la procédure chirurgicale. Comment est-ce que ça va venir influencer son identité, sa perception d'elle-même en lien avec sa voix? Oui, c'est vraiment intéressant la question de l'identité. Et en fait, il y a une étudiante au doctorat avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui s'appelle Mariana Rubino, qui travaille beaucoup sur cette question-là de l'identité. C'est dans le fond, est-ce que si quelqu'un s'identifie beaucoup à sa voix, ben à quel point ça va affecter sa réponse à la thérapie vocale? C'est à quel point, consciemment ou inconsciemment, ça va être difficile de changer cette voix-là. Ou comme tu dis, si
il y a une chirurgie. Après ça, est-ce que ça va mettre la personne dans une situation presque inconfortable, tu sais, d'aller voir ses proches qui sont habitués de l'entendre d'une certaine façon, et là, soudainement, la voix a changé. Donc, tu sais, je dirais que l'hypothèse, c'est que oui, la voix fait vraiment partie de notre identité, et qu'il y a des personnes pour qui cette identité-là, quand elle est plus forte, ben ça va justement les affecter plus, là, ce changement de voix. Mais bon, ce qui peut être dit ou expliqué aux patients, c'est que c'est possible de le nommer à ses proches. C'est de dire soit ben je vais avoir une chirurgie, ou je suis en thérapie vocale pour produire ma voix de façon plus saine, qui va pas me blesser. Donc, ça se peut que ma voix change. Simplement le nommer, ça peut enlever un stress qui peut être présent là, par rapport à ça. On peut pas vraiment changer l'essence de qui on est, mais on peut changer justement des comportements, des réactions, des attitudes, et surtout, on peut utiliser la mémoire du corps pour développer avec la pratique là, en thérapie vocale un mode de production de la voix qui a moins de chances là, de mener à des difficultés vocales. Et le défi, c'est vraiment de transférer ce mode de production de la voix dans toutes sortes de contextes, même par exemple dans des situations de communication qui sont stressantes. Parce que c'est vrai que quand le système nerveux se met en mode fight or flight, c'est souvent, ça paraît hors de notre contrôle. Donc, ça soulève l'importance là, de travailler la voix justement dans différents contextes pour que l'apprentissage se fasse même dans ces contextes-là, malgré notre personnalité, qu'on puisse vraiment travailler avec notre personnalité pour que le transfert se fasse là, à la vraie vie. Quand tu dis avoir une mémoire d'une bonne production vocale, c'est qu'on travaillerait notre voix dans un contexte où on est calme, on est reposé, sans stresseur, et éventuellement on travaillerait notre voix dans des milieux plus stressants qui pourraient affecter, dans le fond, notre production vocale. Ouais, puis graduellement, puis tu sais, dans des contextes aussi qui sont contrôlés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se faire quand même dans le cadre d'une thérapie vocale. Tu sais, par exemple, l'orthophoniste pourrait créer un contexte qui est un peu stressant, mais qui est pas le vrai contexte. Tu sais, par exemple, si quelqu'un doit préparer un discours public qui rend la personne très nerveuse, elle pourrait commencer par pratiquer ce discours-là devant l'orthophoniste, ou même devant l'orthophoniste et quelques collègues, pour rendre ça un peu plus stressant, un peu plus similaire à ce qui serait fait dans la vraie vie, pour commencer là, à intégrer ce mode de production vocale-là dans une situation là, qui fait réagir le système nerveux un peu. Puis je fais du pouce un peu sur ce que tu dis, mais ça ressemble à quoi les changements au niveau de la voix quand tu es dans une situation où tu perçois des stresseurs, donc une situation perçue comme menaçante? Comme c'est quoi les changements qu'on peut remarquer? Est-ce qu'on peut les entendre, ces changements-là, ou c'est vraiment plus au niveau physiologique, dans la manière dont nos plis vocaux entrent en contact? Oui, ben ça va être les deux, parce que quand les plis vocaux, quand la voix est produite physiologiquement d'une façon différente, plus souvent qu'autrement, ça va mener à des changements perceptuels. Donc, on va pouvoir entendre dans la voix. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la respiration. Donc, ça, c'est un changement physiologique qui peut arriver. Une autre chose qui a en fait été étudiée, entre autres, par Léa et Lou, c'est à l'université de Pittsburgh, c'est que quand quelqu'un est dans une situation stressante, au-delà des changements dans la respiration, dans le rythme cardiaque et autres changements du système nerveux, il va avoir un changement dans l'activité des muscles du larynx. Donc, ils ont vraiment testé, en mettant des petites aiguilles dans les muscles, l'activité musculaire. Et quand quelqu'un est soumis à un stress, il va avoir une augmentation de cette activité-là, de cette activité musculaire. Donc, vraiment, ça va créer plus de tension dans les muscles du larynx, dans les plis vocaux. Et ça, non seulement ça peut s'entendre, par exemple, dans une voix qui
qui sonne plus tendu, ben ça peut aussi se ressentir là, par la personne en termes d'une sensation d'effort vocal et à la longue là, de fatigue vocale. Donc, on va l'entendre dans la voix de la personne que les muscles du cou et les muscles du larynx sont tendus. Oui, à la longue, ça peut s'entendre, ça peut faire une voix qui devient plus rauque, une voix qui projette moins, qui est moins résonante. Bon, ça va dépendre à quel point les changements sont importants. Mais parce que l'effort ressenti par la personne n'est pas toujours parfaitement corrélé avec ce qu'on entend dans la voix. Mais oui, ça peut être des aspects qu'on entend, en effet. Hey, c'est super intéressant. Je pensais pas que la personnalité avait un si gros impact sur notre production vocale. Quand on dit que la voix est le reflet de l'âme, en fait, c'est basé sur des données scientifiques. Donc, on le voit vraiment, là, parce que les enseignantes sont généralement des personnalités peut-être plus extraverties, d'où la plus grande proportion de troubles de la voix qui peuvent se développer chez cette population-là. Du moins, c'est un facteur parmi tant d'autres qui peut provoquer des troubles de la voix. Et même voix, chez les enseignants qui sont plus introvertis, comme on le disait tout à l'heure, ça peut mener là, à différents types là, de troubles de voix, le plus en lien avec la fatigue vocale, la tension musculaire, sans nécessairement qu'il y ait des nodules. Donc oui, ça va vraiment dépendre là, du type de personnalité. Ce qui a été observé au niveau des différences qui ont été observées au niveau de la vibration des plis vocaux et du cerveau, c'est des choses qu'on a observées. Maintenant, l'hypothèse qui rassemble ces observations-là, c'est que ça aurait un lien avec la personnalité. Donc, c'est sûr que c'est encore une hypothèse qui est en train d'être bâtie. Mais il y a aussi d'autres facteurs là, qui peuvent venir influencer le développement des troubles vocaux. Il n'y a pas juste la personnalité, c'est un élément, mais la voix, c'est très multifactoriel, il y a beaucoup de choses qui l'affectent. Donc, c'est sûr que c'est pas limité à ça, mais c'est des choses qu'on a observées, c'est des choses qui ont été démontrées à être corrélées avec des aspects de la personnalité. Mais c'est loin, on est loin de dire que c'est le seul élément en jeu. Bien, Maude Desjardins, merci énormément pour ton temps, pour ton expertise. Merci d'avoir pris le temps justement de nous parler de ce qui se dit dans la littérature scientifique, puis de nous partager tes études. C'était vraiment très enrichissant. Moi, j'en ai appris énormément, donc j'espère que les auditeurs, auditrices vont avoir apprécié notre conversation autant que moi, je l'ai appréciée. Donc, merci beaucoup.